Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures. Ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté mes dernières lectures et aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures de fin janvier jusqu'à, maintenant. Soyons fous alors. Quand je dis soyons fous, hein, ne partez pas en courant parce qu'il n'y a pas non plus 35 000 lectures. Il y en a une dizaine, il y en a 7 même, hein, parce que je les ai numérotées, voilà, de 1 à 7. Donc autant vous dire qu'en ce moment je lis vraiment, mais vraiment pas beaucoup, quoi. On va commencer tout de suite et on commence avec une romance et j'allais dire un e-book parce que j'ai lu dans les temps, cette fois-ci, applaudissez-moi, Retomber amoureux de Théo Lemâtre, qui est donc la lecture du club de février et j'étais vraiment très contente de la lire dans les temps. Et je dirais même que ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre, surtout un livre du club. Un livre du club, genre 2 semaines et demie avant le live. Donc je me suis auto-félicitée, je peux vous le dire. Concrètement, c'est un livre ultra court et quand je l'ai commencé, je me dis il faisait que 100 pages, mais c'est quoi le délire en fait? Je comprenais pas, il fait que 100 pages, je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à un livre, c'est vrai, beaucoup plus conséquent en termes de pages. Je me suis dit bon, il doit faire entre 200 et 300 pages parce que Retomber amoureux, je me suis dit qu'il y allait quand même avoir beaucoup d'événements qu'on devait expliquer de A à Z, en fait, je pense. Voilà, qu'on devait bien détailler, quoi. Mais en fait, non, le livre a fait 100 pages. J'ai pris quand même une semaine pour le lire, voilà. Mais il a fait 100 pages. Je l'ai fini le jour de la Saint-Valentin et croyez-moi sur parole, ce livre, ce n'est pas un livre à lire ni la semaine avant, ni la semaine après la Saint-Valentin. En fait, c'est même pas un livre à lire en février, tout court. Parce que c'est vraiment une romance dramatique. Alors, bon, dans le niveau drama, on est sur du lourd, sur du moins lourd que Emma et Louis, certes, mais on est quand même sur du lourd, vous voyez. Parce qu'en fait, on fait la rencontre de Marie-Lise et de Séraphin. C'est un couple qui ont tout vécu ensemble, hein, qui sont mariés hyper jeunes. Ils ont 25 ans, 30 ans de vie de couple. Ils se connaissent sur le bout des doigts. Mais voilà, ça fait 20 ans qu'ils se regardent plus, que la seule façon dont ils se parlent, c'est de s'engueuler. Donc concrètement, ça va plus, quoi. C'est plus leur délire et ils se disent, ben, soit ils continuent comme ça et ils sont comme des étrangers chez eux, des connaissances tout au plus, mais ça va pas plus loin, quoi. Il y a plus de ma chérie, il y a plus de mon chéri, il y a plus de je t'aime, il y a plus rien d'intime et c'est quelque chose qui pèse quand même parce que quand t'as vécu quand même ne serait-ce que tes 10 premières années de mariage dans le bonheur quasi absolu, bon, j'exagère un petit peu, hein, et ben t'as envie que ça dure, c'est normal. Donc voilà, il y a des... Et puis, donc on est là, on en a un tournant de leur vie qui vont leur coûter soit leur couple ou alors qui vont leur redonner une renaissance. Donc je suis contente de vous dire également que lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation, eh bien j'étais dans le vrai. Et ouais, le seul truc qui m'a un peu induit en erreur, bah déjà c'est la réaction de Théo, parce qu'il m'avait dit ouh là là, ce livre. Et puis ensuite sur le Discord du club, on m'a dit également oh je pense pas qu'ils vont retomber amoureux, donc je pense qu'ils vont plutôt tomber amoureux d'autres personnes. Et effectivement, des rencontres vont les chambouler. Une fille pour Séraphin, un homme pour Marie-Lise, et ces rencontres vont leur redonner cette envie de plaire, cette envie d'aimer, cette envie qu'ils avaient perdue pour leur couple tout simplement. Mais est-ce que, la question est de savoir,
Est-ce que cette envie qu'ils ont retrouvée va les servir pour leur couple, c'est-à-dire va les faire retrouver, ou alors, eh bien, ils vont carrément se détacher et ils vont divorcer et ils vont se séparer et c'est la tristesse absolue. Eh bien, croyez-moi qu'avec ces 100 petites pages que j'ai mis une semaine à lire, que j'ai fini le jour de la Saint-Valentin, eh bien, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal parce que je me suis dit que déjà tout ce qui s'est passé, moi j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté en tant que personne, j'aurais pas supporté en tant que couple, j'aurais pas supporté. Ils avaient l'envie, voilà, de retrouver une nouvelle vie. Alors peut-être à deux ou séparés, mais en tout cas ils avaient cette envie et ils se sont battus pour retrouver l'essentiel en fait. Et concrètement, ce livre, j'avais envie de tuer des gens, hein, clairement. Il y avait des personnes. Alors d'habitude, hein, c'est très rare que je dise ça, mais d'habitude, c'est que les méchants, entre guillemets, de l'histoire que j'ai envie de tuer. Mais là, je peux pas dire qu'il y ait réellement des méchants, on dirait plutôt des profiteurs, vous voyez. Parce que Séraphin, c'est un grand acteur, voilà, mais un jour, sa grandeur s'est un peu cassé la gueule. Marie-Lise, elle s'était retrouvée, elle était dans son ombre, hein, toujours. Et un jour, c'est elle avant ils travaillaient tous les deux pour eux deux. Maintenant, Marie-Lise, elle s'est retrouvée quasi du jour au lendemain à travailler pour deux. Et donc du coup, ça aussi, ça a fait que, voilà, il y avait des ressentiments, il y avait des choses comme ça qui font que ils attendaient l'étincelle pour que ça faille, quoi. Et quand ça arrivait grâce à leur rencontre, ils savaient plus quoi faire, quoi dire, où aller. Ils étaient perdus dans leur couple, dans la société et surtout en eux-mêmes, quoi. Et ça, c'était vraiment très dur. J'ai failli tuer des gens, j'ai failli pleurer, j'ai même pleuré d'ailleurs. Mais après, à la fin, j'étais quand même contente parce que, bon, spoiler alerte, il y a eu un happy end. Donc voilà, vous savez ce que ça veut dire. C'est quand même une romance dramatique, certes, mais qui finit bien. Donc, moi, ça me va. J'étais à deux doigts de tuer Théo aussi. Parce que c'est pas humain de faire subir autant de... Enfin, je dis ça, mais j'ai lu Louis Emma, quoi. Mais enfin, bref. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, que vous aimez ou que vous n'aimez pas la romance, c'est une histoire à découvrir. Et ouais, ça fait que 100 pages. Vous y passez au large la journée, si vous avez des trucs à faire, voilà, la journée. Au mieux, une après-midi. Hop, c'est réglé, c'est plié, et vous avez passé un moment tendu, mais qui se finit bien, quoi. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout. Next. Le nouveau livre, Urbex cède Lex aux éditions Tornada de... j'ai oublié le nom de l'auteur. Voilà. J'ai lu Urbex cède Lex. Et là, nous faisons la rencontre de Théo, Chloé, Corinne ou Karine et Fabrice. C'est des amis de longue date qui sont en couple. D'ailleurs, Théo est avec Chloé, Karine est avec Fabrice. Et ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont en commun, c'est de faire de l'urbex. L'urbex, c'est quoi? C'est une pratique sportive ultra dangereuse parce que l'idée, c'est d'aller visiter des bâtiments désaffectés. Hein, vous savez, des bâtiments construits par l'homme et qu'aujourd'hui on ne s'en sert plus. Et donc l'idée, c'est d'aller les visiter en pleine nuit parce que sinon ce n'est pas drôle. Et donc voilà, ils font ça depuis quelques années, c'est leur truc, ils prennent des photos hop des lieux et ils mettent ça en ligne sur leur site internet sans jamais dévoiler le lieu qu'ils ont visité. Un jour, ils ont reçu sur leur site internet un mail annonçant que pour une somme astronomique, ils devaient visiter un lieu pas très sympa, un grand lieu, et marquer un mot pour dire que ils étaient passés et que ensuite, quand ils verront ça le lendemain, les personnes qui ont écrit le mail, eh bien, comment dire,
eh bien ils recevaient l'argent sur leur compte. Donc c'était une somme astronomique, il y en avait des pourparlers. Théo, Chloé et Karine, ils étaient assez d'accord parce que bon, on va pas refuser l'argent qui tombe du ciel, on est d'accord. Mais Fabrice, il était un peu plus méfiant. Et du fait que sa compagne et ses deux amis l'encourageaient à dire oui, allez, dis oui, c'est 32 000 € quand même, t'imagines tout ce qu'on peut faire avec, blabla, blabla. Il a accepté. Donc voilà. Il se retrouve à faire de l'urbex sur le site. C'est un sanatorium, un lieu assez glauque, hein, parce que c'était assez loin de la ville de là où ils habitaient. Et en plus, d'après l'histoire, les recherches qu'ils avaient fait, c'est un bâtiment qui a connu des enfants malades pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Et voilà, donc il y avait tout plein de lieux, de salles, pour des trucs assez glauques finalement, pour aider les enfants à aller mieux finalement, ou alors à pas aller mieux quoi, et à les laisser mourir tranquillement. Voilà, bref. Donc ils vont visiter ce lieu un samedi soir dans une nuit plus que noire, et ils se rendent compte au fur et à mesure que quelque chose cloche et que finalement Fabrice a eu raison d'être méfiant au départ, mais que à cause de ses copains, tout ça, et ben il s'est déméfiantisé. Hein, un mot qui n'existe pas, mais on aime bien inventer des nouveaux mots, on est d'accord. Bref. Et là, il se rend compte qu'en fait, c'est un guet-apens. Et genre, un guet-apens que personne ne veut vivre. Parce qu'il y a des mecs tordus, et ça m'a vraiment choquée. En plus, c'est un roman que j'ai lu de nuit. Imaginez-vous, j'étais de nuit dans mon lit à lire un truc pareil, j'étais à fond dedans. Hein. Et c'est marrant parce qu'en fait, avec du recul, je me rends compte que j'étais à la fois hyper dedans et en même temps ultra détachée, genre, j'étais là, oh mais je veux les aider, puis en fait je me dis, mais je tiens ma vie. En fait, c'est la fille pas courageuse pour un sou, tu sais. Tu peux me proposer 100 millions, je ne bouge pas de mon lit. Désolée si tu meurs. Je suis pas sympa en fait. Non mais j'avais très très envie de les aider. Mais en même temps, non, tu vois, non. Et donc ils se sont rendus compte que c'était un guet-apens. Et ils étaient dans un guet-apens et ils se sont rendus compte qu'il y avait des mecs assez dingues pour faire de la chasse à l'homme. Alors déjà, quand on parle de chasse animale, ça me rend folle. Quand on parle de chasse aux sorcières dans une époque lointaine, mais voilà, ça me rend dingue aussi. Et là, la chasse à l'homme, quand je dis à l'homme, c'est avec un grand H, hein, parce qu'il y avait aussi des femmes dans le piège. Enfin, je veux dire, il y avait des femmes dans le cercle d'amis, parce que forcément, les gars qui étaient en train de faire le traquenard, là, c'était que des gars, hein, qu'ils étaient richissimes, qu'on avait juste rien à foutre de dépenser 32 000 €, parce que de toute façon, ils en avaient je ne sais combien de plus dans leur compte en banque. Et les gars, un week-end sur deux, ils se font des petites chasses à l'homme, tranquilles. Et ils tuent leurs protégés, comme ça, enfin leur gibier, en fait. Voilà, ils les regardent courir, hop, ça les... C'est tranquille, c'est tranquille. Parce que, vous vous rendez compte, en fait, les animaux, déjà, c'est compliqué, mais une fois que t'as fait le tour, bah, il faut passer un niveau au-dessus. Et les hommes, comme ils coursent des hommes, qui sont un poil plus intelligents. Enfin, j'ai rien contre les animaux, hein, je les adore. Ils sont tout aussi intelligents que les humains. Mais dans leur tête à la con, là, ils sont en train de se dire, non, nous, de toute façon, on a tué des ours, on a tué des porcs, des je ne sais quoi. Et là, on se dit, bah maintenant qu'on les a tous faits, autant passer à l'homme. Ils sont plus évolués, ils sont plus intelligents, ils savent penser, ils savent réfléchir. Mais avec le stress, la peur et tout le tralala, ça sera peut-être plus facile de les tuer. Et en fait, bah rien ne s'est passé comme prévu. Hein? Et je suis à la fois hyper contente
et à la fois hyper triste parce qu'il y avait des personnages que j'aime bien qui sont pas là quoi, voilà, c'est tout. Donc ça, monsieur Guillaume, je crois qu'il s'appelle Guillaume ou Christian. J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais ça, c'est, vous me connaissez en ce moment, hein, les noms des auteurs et des personnages, c'est quelque chose que je n'arrive pas à retenir. C'est hyper déstabilisant. Bref, tout ça pour dire que, voilà, c'est un huis clos haletant, magnifiquement bien écrit. J'étais dedans du début à la fin. Mais par contre, faut pas avoir peur, quoi. Et puis, faut vraiment se dire que la connerie humaine, elle n'arrête personne. Moi, en fait, la chasse à l'homme, je me remets toujours pas, quoi. C'est un truc de dingue. Et je l'ai lu il y a 2 mois. Enfin, non, j'ai lu fin janvier, quoi. Voilà. Je suis restée bloquée. Il y a des gens qui sont, enfin, j'espère que c'est qu'une histoire. Mais j'espère pas que il y a des personnes qui font ça en vrai. Ça me fait penser, parce que dedans il cite un film, mais il y a quand même un film qui a été fait. Et en fait, ça a vraiment existé parce qu'il y a un monsieur qui avait une île. Et genre, il en avait marre de la chasse traditionnelle. Alors du coup, il a invité plein de gens sur son île. Et il tuait des gens comme ça. Pouf, pouf, pouf. Et j'ai oublié le titre du film, heureusement d'ailleurs. Mais c'est un truc de dingue en fait. Donc voilà. Je prenais le temps de digérer l'information. Moi aussi, il m'a fallu un peu de temps quand même. C'est un thriller à lire, hein, mais pas. Enfin, il faut pas faire ce qui est marqué dans les livres ni dans les films d'ailleurs. C'est bien pour ça que c'est de la fiction. On est d'accord. Ok. Ensuite, je vais vous parler de 3 petits tours de Hélène Machelon. C'est un livre en auto-édition, c'est vous qui l'avez choisi lors de votre sélection pour cette année 2021. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu. Parce que c'est un livre que je voulais lire depuis que je l'ai reçu en service presse. Donc là aussi, encore merci Hélène. Merci Tornada. Merci Théo pour les services presse. Et là voilà, ça fait donc 3 ans à peu près que j'ai ce livre, que je veux le lire et que je trouvais pas la petite impulsion pour le lire. Mais là, après Urbex cède Lex, j'ai trouvé la petite impulsion parce que j'étais encore dans cette... comment dire, voilà, j'étais encore dans cette zone où il fallait que je lise des trucs tristes, mais qui au fond, vous savez, il y a une petite lumière. Hein. Et dans 3 petits tours, on est là-dedans. Si vous avez lu Poussière de toi de Lily B. Francis, c'est bon, on reste dans le même thème. On parle des enfants malades ou des enfants qui n'auront pas ou des enfants qui n'auront pas la chance de grandir et de connaître le merveilleux âge de l'adolescence, plus les merveilleuses années d'adulte. Voilà. On est à l'hôpital Necker. C'est l'hôpital des enfants malades. Et il se trouve qu'il y a la petite Rose dans cet hôpital. Elle a une maladie, voilà. Depuis qu'elle est petite, ça lui a pris même comme ça. Et un jour, elle meurt. Donc ses parents sont dévastés. L'hôpital, bien évidemment, il est dévasté aussi parce que même si il y a les spécialistes, les meilleurs infirmiers, les meilleures infirmières, les meilleurs médecins qui travaillent au service de ces enfants pour leur rendre la vie moins dure, pour essayer de les guérir, c'est pas toujours le cas et eux ils se battent contre la mort H24 pour essayer de rester en vie et de vivre ce qu'ils doivent vivre. Sauf que là, Rose, elle a perdu et ses parents sont dévastés parce qu'elle était hyper jeune, Rose. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que on a, alors évidemment, pardon, mon nez me gratte à ce moment-là. Ce que j'aime dans ce livre par-dessus tout, c'est que on a du début à la fin le point de vue
de chaque personne qui connaissait Rose. On a le point de vue du pédiatre, on a le point de vue de l'infirmière, on a le point de vue des parents, on a le point de vue des personnes de l'hôpital qui s'occupent des décès quand il y en a et qui doit faire tous les papiers administratifs, on a la personne qui s'occupe des morts pour les remettre bien pour l'enterrement, tout ça, on a le prêtre, on a tout le monde, on a même la tante du père de Rose parce qu'elle a aussi elle a elle aussi vécu un traumatisme comme ça et donc du coup comme elle a participé à l'enterrement, bah voilà, elle nous a donné son point de vue sur ce qu'elle ressentait, sur aussi le fait que sa fille soit morte. Et on a toutes ces personnes qui nous parlent de deuil, d'enfants malades, d'enfants morts, mais qui en même temps, que tu vois, quand t'es comme ça, bah, t'en veux à la terre entière, tu te dis pourquoi toi, pourquoi c'est arrivé, pourquoi Rose elle est partie, pourquoi la médecine qui évolue de jour en jour n'a pas pu l'aider, où est-ce que ça a foiré tout simplement. Tu te poses la question de pourquoi ça a foiré avec Rose et Et pourquoi les autres vivent bien, en fait. Quand je dis les autres vivent bien, c'est les autres enfants. Enfin, c'est les autres personnes, les autres, tout le monde. Et là, t'as l'impression que tout le monde s'en fout, alors que c'est pas vrai. T'as l'impression que personne ne te prend pitié parce que, bah voilà, toi, tu vois ton enfant et puis, bah, toi, tu la verras plus. C'est un texte qui est extrêmement dur et en même temps extrêmement doux et en même temps qui prend qui c'est compliqué d'en parler parce que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup, on n'en entend pas beaucoup parler de ce sujet et je suis très contente de vous en parler finalement. Je l'ai fait déjà avec Poussière de Toi et là on est dans un autre cas, l'enfant il est né mais il n'a pas survécu et alors qu'avec Poussière de Toi, bah l'enfant il est mort-né en fait. Et c'est très compliqué parce que là, t'as un moment de ta vie où tu demandes comment tu vas faire quand le seul amour de ta vie, finalement, il est parti. Tu te dis, est-ce que tu peux rebondir? Comment tu vas faire pour rebondir alors que la vie, toi qui étais si bien dans ta vie, t'as jamais fait de mal à personne, t'as rien, tu te demandes comment un tel karma peut s'abattre sur toi, comment la vie peut te donner ces fausses, une joie pareille quand t'accouches, quand t'as le bébé, quand tu fais des choses avec ton bébé, et pouf, le lendemain, voilà, tu te dis merde, il y a un truc qu'on a fait, qu'on n'a pas capté, que voilà. Et on était là-dedans, les parents ils étaient à la fois en deuil, en même temps ils se disaient, enfin les parents, on a surtout la mère, on n'a pas eu le point de vue du père, on sait que le père était très triste, mais la mère elle parlait un peu pour deux en fait. Et là tu te demandes comment tu peux faire, comment tu peux faire pour aller mieux, comment tu peux faire pour retrouver la joie. Et tu te dis au fur et à mesure que le temps passe que finalement, ce que Rose n'a pas pu faire, tu vas le faire pour elle. Et que voilà, ça va te donner l'envie d'avancer dans ta vie, dans leur vie de couple. Et voilà, c'était un texte très beau, très doux, très triste en même temps, mais qui te donnait cette petite espoir de vivre. Et que si une vie se termine, bah, c'est le début d'une autre. Voilà, c'était beau. Je vous recommande, je sais pas si maintenant le livre il est toujours en vente parce que l'autrice m'a appris que son livre allait être publié en maison d'édition, donc restez connectés pour pas louper la sortie parce que vraiment c'est un livre qui vaut le détour. Voilà.